Mon invité aujourd'hui est un aventurier qui a grandi dans les Hauts-de-France. Bonjour Cyril Desremeaux. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Il était 20h, 2 minutes, ce 4 mars 2025. Vous avez ajouté un nouveau record du monde à votre palmarès. Vous êtes dans le Guinness. Après le Pacifique, vous veniez sur un kayak océanique après 71 jours, 14h57 minutes de traverser cette fois l'Atlantique à la force des bras. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi pas? Non, c'est plusieurs années en fait. Je me suis pas réveillé en me disant allez, je vais traverser l'Atlantique. Alors juste pour donner un petit peu une image. Quand je suis assis dans le kayak, je peux pas me lever pendant les 2 mois et demi de traversée. D'accord, je peux pas marcher, je peux pas voir la terre, je peux pas parler à un humain. Quand je m'allonge dans la cabine, c'est fait à ma taille. Je suis un peu comme dans un cocon, mais on pourrait dire un couffin aussi. Donc il y a une préparation énorme et ça m'a pris 10 ans, et c'est très peu en fait. À partir du moment où j'ai commencé le kayak, j'avais 32 ans, et à 42 ans, j'ai dit, je vais construire un kayak qui va me permettre de traverser un océan. Il est en carbone époxy, hein, il est tout de même assez sécurisé. Mais est-ce que vous êtes en sécurité en cas, par exemple, de tempête, de vagues immenses? Ah oui, alors pour moi, c'était la sécurité d'abord et avant tout. Je suis un aventurier, mais j'adore la vie. Oui, je l'ai fabriqué pour qu'il soit insubmersible. S'il est plein d'eau, il va jamais couler. Et si jamais il se retourne, il se remet automatiquement dans le bon sens. Vous avez une encre spécifique pour ça? Bon, alors j'ai une encre flottante, c'est comme un parachute en fait qu'on met derrière le bateau, et en cas de tempête ou d'orage, ça permet au bateau d'être perpendiculaire aux vagues et d'attendre tout simplement. Ma première tentative en partant du Golden Gate, 3 jours après le départ, j'ai eu 6 jours de tempête, et au bout de 3 jours en fait complètement enfermé dans la cabine sans bouger parce que je peux rien faire. Là j'ai dû me faire secourir, mais il y a le côté mental parce que tu es bloqué dans la cabine. Attaché, et puis il faut attendre, il n'y a rien d'autre à faire. Vous vivez aux États-Unis depuis 16 ans et l'échec dont vous venez de parler à l'instant, de ce côté là-bas de l'Atlantique, c'est une étape vers le succès. C'est pas quelque chose qu'on colle sur le front ad vitam aeternam comme de ce côté-ci de l'Atlantique. L'échec fait partie des étapes. Tout à fait, et c'est comme ça que je le vois. En fait, quand on fait quelque chose d'inédit, qui n'a jamais été fait avant, c'est normal de se tromper. En fait, on a de la théorie, et la théorie, c'était je suis prêt. J'ai tout fait et j'avais fait le maximum pour pouvoir être prêt, mais il n'y a rien qui peut se préparer d'être dans le bateau durant une tempête, dans un si petit bateau alors que personne ne l'a jamais fait. Ça fait partie de l'apprentissage. Ce qu'il faut, c'est se remettre debout, se remettre en cause, comment est-ce que je peux être mieux préparé, et puis recommencer. Mais tout de même, soyons honnêtes, vous avez dû avoir des moments de frayeur. Quelle a été votre plus grosse frayeur? Alors, la frayeur, en fait, on ne peut pas ne pas l'avoir. La peur, c'est sain. Ce qu'il faut, c'est savoir y réagir à la bonne façon. Donc ça fait partie de l'entraînement. Je pense que les plus grosses peurs que j'ai eues sur le Pacifique, c'était vraiment des orages. Il y a une tempête tropicale qui est venue lors de ma seconde tentative, que j'ai réussi en 91 jours, peut-être 3 semaines après mon départ. Et là, ça fait peur parce que l'océan est tellement fort, c'est tellement puissant. Et l'océan, il s'en fout que vous soyez sur le... Ce qu'il faut, c'est s'adapter pour pouvoir réussir à continuer. La deuxième peur que j'ai eue à l'Atlantique, là, j'ai rencontré un espadon qui était aussi grand que mon bateau. Et je me suis senti tellement petit, tellement petit. Il aurait pu faire ce qu'il voulait avec mon bateau, quoi. Et heureusement, il est venu, il m'a regardé, il est reparti, mais ouais, j'ai eu peur. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression que vous faites partie aussi du milieu dans lequel vous êtes. Alors, nous, on ne croit pas beaucoup au hasard ici. Vous êtes arrivé en Martinique le 4 mars au soir. Oui. Hein, et je ne sais pas si vous savez, mais le 5, les catholiques, je crois que vous avez été élevé dans une famille catholique, recevaient les cendres. Vous savez, le prêtre qui Ouais. fait une croix sur le front en Ouais. disant « Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière ». Ça, c'était juste quelques heures après. Vous êtes arrivé le 4 et c'était le 5. Et il y a un petit côté tout de même comme ça dans votre aventure. Ah ouais, mais j'ai ressenti exactement ça, mais c'était pas avec les cendres, c'était avec l'eau. Est-ce que je peux vous raconter l'histoire? Alors, c'était un moment, ça c'était le Pacifique. Et c'est émotionnel. Quand on est tout seul, on voit personne. Bon, on devient un peu plus sensible au niveau émotionnel. Alors c'était un moment où j'avais pleuré et j'avais une goutte d'eau salée sur ma joue. À ce moment-là, une vague m'éclabousse et j'ai une même goutte d'eau sur la joue, sur la jambe. Et là, j'ai fait 1 et 1 égale 2. C'était l'océan qui me disait, mais regarde, toi et moi, on est pareil.
On est une goutte d'eau. Donc c'est la goutte d'eau. Tu es goutte d'eau et tu retourneras goutte d'eau. D'accord? Et après, on se rend compte, ok, ça fait 2 mois que je suis dans l'eau. Ça fait 2 mois que je bois de l'eau de mer parce qu'en fait, c'est de l'eau désalinisée. Et donc, la majorité de mon corps, qui est quoi, 60-70% d'eau, c'est de l'eau de mer. Donc, de fait, je suis plus eau de mer que eau normale. Et là, c'est devenu tellement spirituel, cette connexion avec l'unité une, avec l'océan, avec les vagues. Et même tout à coup, c'était, je suis comme les oiseaux, je suis comme les poissons, je suis comme le vent, je suis comme... Et ça, c'était... en fait, la théorie qu'on apprend dans la Bible, tu es poussière et tu retourneras poussière, c'est de la théorie. Mais là, moi, je l'ai senti d'une autre manière et j'ai senti... On peut dire Dieu, on peut dire l'unité une, on peut dire ce qu'on veut, mais je l'ai senti à mon être profond. Je vous ai demandé ce qui vous avait effrayé, mais est-ce que... Alors ça peut peut-être faire partie de la réponse. Est-ce que des grandes joies, vous en avez ressenti, vécu, qui vous ont donné la chair de poule aujourd'hui encore quand vous en parlez? Je pense que la plus grande joie, c'est quand même de voir la Terre. Au bout de 3 mois, en solitude, donc j'ai pas vu un être humain pendant 3 mois. Et là, finalement, je vois la Terre. Et là, je me souviens, je le disais en anglais, j'avais une vidéo où j'ai dit « I knew it ». Et quand je dis « I knew it », ça veut dire « je le savais ». Et c'est la concrétisation, en fait, d'une vision, d'une ambition, d'un but, d'un objectif qu'on a. Et en fait, quand on a un projet comme ça, on pense toujours que c'est un projet, une étape 1. Ensuite, c'est une étape 2, une étape 3. On pense que c'est linéaire. Mais en fait, c'est pas ça. Quand on a une expédition comme ça, c'est comme un pulse. Mais un pulse dont seul moi puisse voir l'image finale. Les autres, ils regardent mon pulse, ils vont rien voir. Moi, je mets une pièce, une deuxième pièce. Et même moi, je le vois pas, mais j'ai une idée. Je mets 3, 4 pièces et finalement, il y a une image qui prend forme. Et quand j'ai vu la Terre, ça y est, je vois l'image qui est terminée. Je le savais. On va en venir aussi à ce que vous faites aujourd'hui, comment vous le racontez, pourquoi vous le racontez. Mais encore un mot de l'aventure. Par exemple, après la traversée du Pacifique, vous aviez dû réapprendre à marcher parce qu'après 3 mois, les stabilisateurs des hanches et des genoux avaient disparu. Comment ça s'est passé cette fois? Oui, c'était pareil pour l'Atlantique. En fait, si on ne marche pas, on perd les muscles, tout simplement. Donc, les stabilisateurs des muscles, des hanches, me font mal. Mais bon, c'était pas catastrophique. Je pouvais marcher. Après, 5 minutes, je m'assois. Il faut faire du yoga. Il faut recommencer la musculation et recréer les muscles. Les fibres sont là. Il faut juste les faire travailler. L'invité d'RCF Hauts-de-France est Cyril Desremeaux, kayakiste, aventurier, solitaire, nordiste devenu californien. Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Bon, alors maintenant, tout ça, pourquoi? Ok, le faire pour pouvoir dire je l'ai fait. À part ça, pourquoi? Alors, j'ai pas vraiment de réponse, mais là, je suis en train de lire un bouquin qui m'a donné une idée de réponse. Et la question de ce bouquin, c'est comment est-ce que tu vas faire pour connaître les choses que tu ne peux pas connaître et que tu ne connais pas? Et donc, pour ça, il faut repousser ses limites, il faut repousser sa zone de confort. Et donc, quelque part, il y a une quête que j'ai de savoir comment est-ce que je peux apprendre ce que je ne sais pas. Après, il y a certainement une personnalité où j'ai envie d'aventure, j'ai envie de liberté, je me sens pousser des ailes quand j'accomplis quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais la réponse, je ne l'ai pas vraiment. Parfois, j'ai des éléments, oui, en disant, je me sens tellement bien, tellement libre, tellement vivant, j'ai cette énergie. C'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je continue à faire plus. À part ça, je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse. Mais alors, vous leur dites quoi à ceux qui vous écoutent et se disent « Ah tiens, il est en train de nous apprendre à ne pas passer à côté du train de notre vie, mais quelles sont les étapes ?» En fait, alors si on ne sait pas, ce qu'il faut, c'est écouter les vibrations. Alors, je peux vous dire, par exemple, quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez senti quelque chose de... C'est génial, j'adore. Ça peut être recevoir des amis chez soi. Ça peut être jouer au foot avec des enfants. Ça peut être faire un triathlon, pousser ses limites. Ça peut être quoi que ce soit, mais quand vous avez senti cette vibration, il faut continuer. Là, on se sent vivant et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, tout de même, c'est beaucoup, mais si je vous entends bien, ça veut dire qu'il faut surtout oser, il faut sortir de notre quotidien et oser aller ailleurs, oser aller de l'avant, oser... Alors, en fait, le problème, c'est quoi? Ce serait passer à côté de sa propre vie, à côté de la meilleure version de soi-même. Et pour ça, oui, il faut oser. Il y a tellement de forces qui sont invisibles, qui nous font faire des choses que finalement, est-ce qu'on a vraiment envie de les faire?
On est dans un boulot qu'on n'aime pas. On est en train d'avoir des envies de voyager et on ne le fait pas. D'accord, oui, il faut payer la maison, il y a les enfants à l'école, il y a l'université. Mais en fait, tout ça, est-ce que c'est peut-être pas des excuses? Oui, il faut faire des sacrifices, mais à la fin, quand on est à la retraite, ce qu'il faut, c'est y arriver sans avoir de regrets. Vous disiez, hein, au moment, donc vous avez grandi dans les Hauts-de-France, vous habitez depuis une quinzaine d'années en Californie, vous avez parcouru la Terre depuis vos études d'école de commerce qui vous emmenaient en Angleterre, en Espagne, puis boulot en Italie, au Brésil, c'est parti, un an autour du monde, 26 pays à l'époque, vous parlez 6 langues, et vous dites que quand vous êtes parti, vous aviez du temps, mais pas d'argent, et vous dites, je savais qu'ensuite ça allait changer, donc il fallait saisir l'opportunité. J'ai fait 2 ans en Italie, à Milan, je travaillais chez Peugeot dans le marketing. Bon, c'était mon CSNE à l'époque, c'est quand je vais faire mon service militaire en entreprise. Et je voulais pas commencer à travailler tout de suite. Ce qui m'excitait, c'était de voyager. Et j'ai réussi à mettre 7 000 € de côté. Bon, à l'époque, c'était 50 000 francs. Pour un an de voyage, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Et je savais que si je prenais un an maintenant, j'avais le temps, mais j'avais pas l'argent. Mais 10 ans après, je serais bloqué. C'est ce dont je parlais il y a 3 minutes. Et ça, c'était clair pour moi. C'était clair qu'il fallait que je saisisse l'opportunité maintenant. Après, tout le monde va dire, mais attends, tu vas partir faire un an de voyage en vacances, qu'est-ce qui va t'embaucher en rentrant? Mais non, ce qu'il faut, c'est dire, j'arriverai à tourner ça de telle manière qu'en fait, ce sera à ma faveur. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un travail après en Argentine, parce que le gars m'a dit, ok, mais tu travailles, tu as une école de commerce, etc., tu as un diplôme, je veux que tu montes la filiale en Argentine, j'ai besoin d'un gars qui est baroudé. Tonnelier. Voilà, j'ai travaillé pour cette entreprise qui faisait des barriques dans l'œnologie, des maîtres de chêne français, et j'ai monté une filiale à Mendoza pendant 1 an et demi. Voilà. Mais ça veut dire que je suis un auditeur, une auditrice, je me dis, bah en fait, moi là, je peux plus, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Moi, j'ai commencé le kayak, j'avais 32 ans. D'accord. Avant, j'avais fait un peu de planche à voile parce que j'allais en Bretagne avec la famille. À 32 ans, j'avais jamais mis les fesses dans un kayak. Et à 42 ans, je commençais le projet de créer un kayak pour traverser un océan, ce qui n'avait jamais été fait à force humaine. Et jamais trop tard. Tu veux commencer la musique? T'as quoi? Vous avez quel âge là? 50 ans, 50 ans? Pareil, on est de 76. Ok, pareil. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Dans 10 ans, tu auras 10 ans de guitare. Quelles sont les limites? Quelles sont les limites que vous fixez dans votre vie? Parce que là, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de limite. Mais il y a tout de même, Oliver, Simon, qui ont 18 et 15 ans. Il y a tout de même une vie de famille. Il y a tout de même des obligations. C'est quoi les limites? Il y a toujours des limites. Après, c'est un choix. C'est toujours un choix. On peut parler de sacrifice, mais quand il y a la passion, c'est plutôt un choix. C'est-à-dire que oui, j'aurais pu être chef d'entreprise, de grosse entreprise, une corporation. Mais en fait, non, j'ai choisi d'être dans une petite société qui me permette de partir 3 mois pendant l'hiver, parce que là, j'étais responsable d'une société qui enseignait le permis bateau. Et dans la baie de San Francisco, en décembre, janvier, février, c'est un mauvais temps, il n'y a pas de vent. Alors, mon chef d'entreprise, il m'a dit, OK, tu peux partir 3 mois. En fait, c'est des choix. C'est vraiment des choix. Où est-ce que vous êtes chez vous? Quel citoyen du monde est-ce que vous êtes? Je me sens vraiment citoyen du monde parce que j'ai beaucoup voyagé. Mais là, je me sens chez moi en Californie. Je me sens chez moi quand je reviens ici. Là, en fait, la maison, c'est quand même là où j'ai grandi. J'ai habité ici jusqu'à 20 ans, à Saint-Guerre-Mélantois, le petit village. Et quand je reviens, en fait, je connais les codes, je connais le filtre. Il n'y a pas de difficulté quand je parle aux gens. Enfin, je suis vraiment moi-même ici. Par contre, oui, je me sens chez moi en Californie. Vous parlez de Saint-Guerre-en-Mélantois, hein, c'est là que vous avez grandi. Vous êtes allé au lycée à Marc-en-Barœul, vous êtes parti étudier, puis vous êtes revenu à Euralille. Avant votre vie de globetrotter, vous aviez pris le temps de faire des racines dans le Nord, puisque vous alliez aussi à l'école en vélo, si j'ai bien lu ça. Hein, une grande famille. Quelle est l'importance de la famille, du soutien familial dans ce que vous avez pu être, dans ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans une famille pleine d'amour, avec des parents solides. Et donc ça, c'était mes fondations. C'était en fait les racines qui m'ont permis ensuite d'ouvrir mes ailes, parce que je savais que je pouvais toujours retomber. Et je pouvais toujours revenir. Mon tour du monde, c'était ça. Si j'avais plus d'argent, ça allait pas, il y a quelque chose à pépin, je rentre à la maison. Et donc c'est cette certitude qui est derrière, dans le fond de la tête, là, qui fait que je peux tout tenter. Et cette force, je l'ai toujours. Je peux être entrepreneur, je retomberai toujours sur mes pattes.
Aujourd'hui, quelle est la suite? Alors, il reste l'océan Indien, par exemple, si on Ah veut oui, il y a beaucoup réfléchir. d'océans, mais là, on va pas commencer parce que Mais c'est quoi? C'est du temps en famille? C'est peut-être un livre pour raconter? C'est des conférences? Qu'est-ce que c'est la ouais, suite? alors là, il y a les conférences TED que j'aimerais bien faire. Le bouquin, là, je suis en train d'écrire. Euh, et puis peut-être une vidéo, peut-être sur YouTube ou quoi. Il faut trouver un distributeur. C'est pas facile. Mais de toute façon, je voudrais continuer à partager ce que j'ai appris euh, dans l'espoir que quelqu'un qui écoute dise ça m'inspire. Alors, pas à traverser un océan, pas à monter une montagne, l'Everest, mais dire ok, j'aimerais bien vivre un peu plus intensément, plus de vibrations, plus d'énergie. Qu'est-ce que je fais à mon niveau? Alors, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas la taille du rêve qui importe. Ce qu'il faut, c'est que ce rêve, ce soit le vôtre. Ça peut paraître très prétentieux de vouloir inspirer. Et pourtant, c'est le chemin que vous avez emprunté. Bah parce qu'en fait, ça m'est tombé dessus. À 25 ans, j'ai fait le tour du monde, ok. Je suis allé dans l'école de mon village. J'avais mon sac à dos sur la table. Voilà, j'ai pris une paire de sandales, une paire de chaussures. C'est mon choix. Voilà, j'ai mis la carte du monde. Voici les pays. Simplement pour partager. 5 ans après, il y a un gars qui était dans une des classes qui est venu me voir et j'avais oublié qu'il était là. Venu me voir avec des potes. Il était en Où? vélo aux États-Unis. Il m'a dit, nous, on fait le tour du monde pour recenter tous les projets de microcrédit parce que ça nous intéresse. Et c'est toi qui m'as donné l'étincelle. Quoi? C'est génial. Et donc, oui, humblement, j'ai envie juste de partager. Ça fait partie de mon projet, de partager ce que j'ai appris, éventuellement d'inspirer. Si l'écoute tombe dans la bonne oreille, pourquoi pas? Cyril Desremeaux, ce sera ma dernière question. Comment fait-on aujourd'hui pour être heureux? Oula. En quelques secondes. Moi, ce que je dirais, alors pour moi, bah, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut sentir ce propre feu interne, ce qui nous inspire, ce qui nous fait vibrer. Et puis après, c'est suivre cette vibration. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé bien en direct sur RCF Hauts-de-France. Cyril Desremeaux. Desremeaux, on retrouve vos aventures sur... mais on peut écouter aussi, il y a eu un blog qui a très bien raconté, qui était accessible. On peut vous suivre en ligne, on peut assister à des conférences. Comment on peut vous Il suivre? suffit de chercher mon nom. Alors, il faut bien l'écrire parce que c'est DE2REUMAUX. Voilà. Mais tout se trouve. Alors, j'ai tous les réseaux sociaux, etc., les podcasts, etc. Si quelqu'un veut me trouver, il me trouvera. Voilà, vous n'êtes pas seulement sur le Guinness Book, vous êtes aussi sur Internet. Merci d'être passé en direct sur RCF Hauts-de-France. L'interview va être à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.